Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une critique contemporaine. D'âge en âge, nous nous sommes éloignés de nos prédécesseurs par des apports constants en nouveaux engins, au point où ils abondent aujourd'hui. À ce titre, nous exploitons notre planète non seulement pour répondre aux besoins essentiels à notre maintien, mais aussi à des besoins d'un second ordre, cette fois-ci définis en termes de machines aidant notre confort, à nos déplacements, à nos échanges, à nos occupations, à notre travail, etc. L'espèce humaine se lie dorénavant à ces outils techniques et technologiques alimentés par de vastes réseaux d'énergie servant à la fois à les fabriquer et à leur donner vie. Une vie bien sûr différente, se greffant néanmoins à celle de leurs créateurs autant humains que machines. Une corrélation positive se montre alors, selon laquelle la croissance démographique humaine engendre automatiquement une croissance du nombre de machines, la consommation d'énergie se voyant ainsi multipliée à cause de cette double pression. Voilà le surgissement d'un enjeu capital dans les circonstances exposées, puisque sans énergie ni les êtres organiques ni les êtres mécaniques ne peuvent subsister dans notre société actuelle. Mais savons-nous l'exploiter avec intelligence, précaution et sagesse ? Savons-nous fixer des limites à sa consommation ? Avons-nous suffisamment exploré les moyens de la générer sans tout détruire, sans occasionner des gaz à effet de serre ? Avons-nous le bon sens de cesser les pratiques désastreuses afin de miser sur des sources énergétiques dites renouvelables ? Des réflexions s'imposent en songeant à l'avenir de la société technologique, qui semble oublier les restrictions de la nature pourvoyeuse de ressources. Nous sommes malheureusement obnubilés par la croissance économique, par le consumérisme, par un idéal de civilisation axé sur les richesses, sur la primauté de la technologie et des machines. Nous pillons les ressources, nous abusons des énergies disponibles. Il importe cependant, avant d'entrer directement dans cette critique, de définir en premier lieu ce que nous entendons par énergie. Ce qu'est l'énergie. Inévitablement, lorsque nous songeons à la notion d'énergie, la référence aux éléments de la nature fait surface, c'est-à-dire par air, nous envisageons l'usage du vent et donc l'énergie éolienne. Par eau, nous considérons entre autres l'hydroélectricité et l'hydrodynamique. Par feu, nous ne pouvons faire autrement qu'envisager l'énergie par la combustion, la thermodynamique, le solaire voire même le nucléaire. Et par terre, non seulement y voyons-nous le milieu des extraction des métaux, mais aussi des hydrocarbures qui seront bien sûr soumis plus tard à la combustion, sans oublier l'énergie géothermique. Or, nous ne devons toutefois pas confondre l'énergie aux ressources naturelles. Si l'eau est une ressource, son courant nécessaire à faire fonctionner une turbine engendre par exemple l'énergie hydroélectrique. Pour être plus précis, sa mobilité provoque une énergie hydraulique par l'activité générée par la turbine qui à son tour produit de l'électricité, soit de l'énergie électrique servant à faire fonctionner divers appareils qui encombrent nos foyers. De là peut être comprise cette notion désignée selon le sens commun, comme tout ce qui permet d'effectuer un travail, de fabriquer de la chaleur, de produire du mouvement. Au XIXe siècle, Stuart Balfour, contrairement à nous, prend plutôt l'exemple de la balle tirée d'un pistolet en guise d'illustration. Ici, l'énergie correspond au pouvoir de la balle de vaincre les obstacles, ce qui revient à accomplir un travail. En d'autres mots, la balle est projetée à une très grande vitesse par un mécanisme composant une arme et cette énergie déployée s'avère proportionnelle à son poids ou pour être plus spécifique, la vitesse avec laquelle elle se déplace crée davantage d'énergie comparativement à son état de repos, ce qui signifie que mathématiquement l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Par conséquent, l'énergie hydroélectrique s'avérerait alors proportionnelle au carré de la vitesse du courant voire de la turbine, mais elle ne se calcule pas de cette façon car pour cet exemple, le wattheure, sinon le mégawattheure, se veut l'unité de travail sur laquelle nous nous basons pour la mesurer. Étymologiquement, le mot énergie provient du grec energeia, c'est-à-dire force en action, et suppose le mouvement ou ce qui fait que la matière le soit. Sa nature protéiforme se révèle perceptible par des phénomènes chimiques, électriques, mécaniques, thermiques, etc. Paul Matisse, dans L'énergie moteur du progrès, s'inspire d'ailleurs de la définition donnée par Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, Commissariat à l'énergie atomique de France, pour qui l'énergie constitue une notion de physique qui quantifie la capacité d'un système à effectuer des transformations.
Matisse note donc la possibilité de la concevoir telle une quantité mesurable, ainsi qu'un moyen de transformer un état statique en un autre dynamique, et ce, dans une pluralité de manières. De là peut être soulevé le principe de Lavoisier ou plutôt de Mayer selon lequel rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en lien bien sûr avec la loi de la conservation de l'énergie qui laisse alors conjecturer que la matière ou bien l'énergie n'apparaît ni ne disparaît mais ne fait que se décliner sous une forme différente. Si nous prenons l'exemple de la thermodynamique, le changement de température, pour ne pas dire de calories, correspond à une transformation selon laquelle l'énergie développée engendre à son tour une équivalence en dynamique qui permet de faire fonctionner une quelconque machine. Le mouvement ainsi créé devient de l'énergie dite cinétique, qui se mesure habituellement en joules et favorise l'accomplissement d'un travail. Un constat similaire se présente en revenant avec notre exemple de l'hydroélectricité. L'eau engendre une énergie hydraulique qui se transforme en énergie électrique par le mouvement du rotor de la turbine. Cette forme d'énergie se mesure, comme nous l'avons indiqué plus tôt, en watts, unité de travail possédant une équivalence en joules. Par conséquent, tout changement efficient d'un système marque un gain ou une perte par ce système d'une certaine quantité de choses que nous appelons énergie, non perçue par nos sens, mais dont l'accroissement, positif ou négatif, est mesuré par le même nombre que le changement. Ou dit autrement, l'énergie représente la chose qui anime la matière, la force intrinsèque qui agite un système donné. On peut donc comparer l'énergie à la force, car en effet pendant longtemps on employa le terme force ou puissance, lorsqu'il s'agissait d'exposer le mouvement de la matière, mais Leibniz, en 1676, fut le premier à parler de force vive en rapport avec l'énergie telle que nous la connaissons. Plus tard, Maxwell apporta une distinction formelle entre les deux notions en soulignant que l'énergie d'un système, c'est-à-dire son pouvoir d'accomplir du travail, a pour mesure le travail que le système est susceptible d'accomplir en dépensant toute son énergie. Et dans l'unité de travail, il est question de l'unité de force qui est la force qui produit l'unité de quantité de mouvement dans l'unité de temps. En d'autres termes, il sépare l'énergie de la force à partir d'unités et de mesures, soit pour la première, par une unité et une mesure de travail, et pour la seconde, des unités de longueur et de temps par une mesure en distance-temps. Mais l'énergie inclut la force, puisque la mesure du travail tient compte de l'unité de travail dans laquelle apparaît l'unité de force. Nous renouons alors avec la notion des Grecs et de Leibniz, à savoir que l'énergie constitue une force en action, ou une force vive, garantissant le mouvement et ou le travail. À ce point-ci, il s'avère impossible de passer sous silence une équation mathématique fortement connue, E égale Mach 2, soit la relativité générale consistant à dire que l'énergie égale la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, ce qui suppose en premier lieu que la masse n'est pas la mesure de la matière, mais bien ainsi qu'Einstein l'a annoncé le premier de l'énergie. Toute matière possède alors de l'énergie ou dispose de force centrale relative, un champ d'énergie, susceptible d'être accentué par le mouvement. Or, la vélocité identifiée dans cette équation va au-delà du calcul de l'énergie totale, se résumant ici à la somme de l'énergie au repos dans la masse et de l'énergie dans le mouvement, ou cinétique. Elle participe à la force vive, à une réaction ou à un état quasi instantané. Par exemple, lorsque nous actionnons un interrupteur pour allumer une lampe, l'électricité ne se fait pas attendre et rend incandescent le filament de l'ampoule. Elle agit donc spontanément et s'apprécie en quelque sorte à la manière de la gravité. Or cette loi de Newton devrait en réalité exprimer, selon Einstein, l'attraction de l'énergie par l'énergie. Sur le plan cosmique, la gravitation ne s'interpréterait pas alors comme une force, mais telle une déformation de l'espace-temps à cause de la présence voire du poids de la matière. La relativité rend même la mécanique céleste de Pierre-Simon de Laplace beaucoup plus cohérente, puisque lui-même considérait un équilibre dans la nature par des forces d'attraction et de répulsion semblables aux réactions magnétiques, de sorte que, dans l'univers, la propriété attractive des corps célestes ne leur appartient pas seulement en masse, mais elle est propre à chacune de leurs molécules. Déjà à son époque, Laplace anticipait que la matière contenait en elle-même une énergie constitutive attribuée à ses composantes les plus minuscules, dont les réactions attractives et répulsives lui donnaient forme. À ce titre,
L'eau possède une énergie capable de produire de l'électricité puisque faisant réagir par son passage une turbine créatrice d'un courant électrique. Autrement dit, il y a concrétisation d'un flux continu par contact répété entre matière et substances différentes, dont les attributs, en termes de masse ou d'énergie, s'avèrent cependant complémentaires. À retenir, de l'infime grand à l'infime petit, une force ou une énergie transcende toute chose, une force ou une énergie issue des relations entre particules ou masses de particules. L'énergie appartenant à un objet peut être passive, sans accomplir d'activité quelconque, mais rien n'empêche de la rendre active en exerçant une influence ou en la mettant en contact avec d'autres éléments pour susciter sa réaction. De là les sources d'énergie se multiplient et se fractionnent en plusieurs catégories, en songeant notamment à l'énergie cinétique, chimique, éolienne, électrique, électromagnétique ou magnétique, fossile, hydraulique, mécanique, musculaire, animale et humaine, nucléaire, océanique, rayonnante, solaire ou photovoltaïque, spirituelle, thermique, thermodynamique, etc. À n'en pas douter, l'énergie humaine fait partie de cette liste, car ce qui permet à un homme ou à une femme d'exercer une tâche, peu importe laquelle, s'explique par cette notion dont le maintien dépend largement de la satisfaction des besoins essentiels. Dans le cadre de notre exposé, nous négligerons volontairement l'énergie humaine, musculaire ainsi que spirituelle pour nous concentrer sur celle animant habituellement les machines contemporaines. En résumé, l'énergie est un phénomène naturel perceptible dans toute chose, de la plus petite à la plus gigantesque, de la plus solide à la plus insaisissable. Sa totalité se compose donc de parties distinctes s'additionnant les unes aux autres, soit l'énergie interne, propre à tout ce qui existe, à laquelle se joignent selon Maxwell, l'énergie cinétique, système en mouvement et l'énergie potentielle, due à des forces ou à des changements de position relative, mais surtout elle se conserve et se transforme afin d'accomplir un travail, de créer une action, de rendre vivant. Une situation préoccupante. À partir de notre compréhension de ce qu'est l'énergie, nous pouvons alors convenir de son indispensabilité. Grâce à elle, nous avons assuré notre subsistance et l'avons facilitée en chauffant et éclairant nos foyers. Nous avons fabriqué des machines, assuré la croissance de la production et de la productivité. Nous avons amélioré l'efficacité et la rapidité de nos moyens de transport. Nous avons poussé les limites de nos technologies au point d'entrer dans l'ère du numérique, de communiquer avec des gens de partout sur la planète, voire même d'inventer un nouveau monde, le cyberespace. Grosso modo, nous avons garanti le développement de notre société. L'énergie se révèle omniprésente et s'offre à nous tel un cadeau, qui a cependant un prix. Nous ne pouvons plus nous en passer, nous sommes littéralement dépendants d'elle. Que ferions-nous si nous ne pouvions plus bénéficier, par exemple, de l'électricité? Ce serait une véritable tragédie. D'où l'importance de faire des choix intelligents à son sujet, et ce, pour le présent et l'avenir. Cette remarque se justifie en tenant compte des moyens utilisés actuellement pour la générer. Nous consommons énormément de ressources naturelles dites non renouvelables, au point où la surexploitation et le gaspillage détruisent notre environnement. À cela s'ajoute entre autres la pollution atmosphérique et les émanations de gaz à effet de serre, qui concourent à un phénomène inquiétant, le réchauffement climatique. Est-ce que les changements climatiques ont véritablement un rapport avec l'énergie? Évidemment. Paul Matisse mentionne d'ailleurs qu'ils sont dus essentiellement à notre consommation de charbon, de pétrole et de gaz, et que leur combustion dégage du dioxyde de carbone, CO2, grand responsable des répercussions en effet de serre. Brûler une tonne de charbon équivaut à 4 tonnes de CO2 émis dans l'air, une tonne de pétrole à 3,1 tonnes de CO2, et une tonne de gaz naturel à 2,3 tonnes de CO2. Malencontreusement, nos sociétés dépendent largement de l'exploitation de ces énergies fossiles et rien ne dit que cette tendance s'estompera. Selon Henri Saffa, les croissances démographiques et économiques font en sorte que notre monde entre dans une période de pénurie d'énergie, au moment même où des bouleversements géopolitiques dans les pays arabes et l'émergence des gaz de schiste viennent influencer le prix des hydrocarbures. Des inquiétudes sur le climat incitent à développer les énergies renouvelables, essentiellement en Occident. Des pays émergents augmentent leur consommation en énergie pour assurer leur croissance sur tous les plans. Des incertitudes entourant l'énergie nucléaire suite à l'incident de Fukushima.
restreignent les chances de s'y soumettre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des pressions grandissantes des monopoles et de leurs lobbies s'exercent sur les gouvernements pour des fins strictement économiques. Plus de production, plus de consommation et plus de profit en dépit des cris d'alarme de la nature, des difficultés pour aboutir à une politique énergétique claire en faveur de tous les pays retardent les manœuvres nécessaires pour éviter le pire, et ainsi de suite. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le réchauffement climatique est une certitude, mais reste à savoir jusqu'à quel degré. 3 scénarios ont été établis en regard de la hausse des températures mondiales d'ici 2050. Le scénario optimiste vise une hausse de 2 degrés Celsius. Le scénario réaliste, une hausse de 4 degrés. Et le scénario pessimiste, une hausse de 6 degrés. Pour atteindre l'objectif optimiste, les émissions de CO2 en 2050 doivent s'élever à moins de la moitié de celles de 2009, ce qui signifie une baisse de 5,7% d'ici 2020, 43% d'ici 2035 et plus de 60% d'ici 2050. Une hausse de 2 degrés représente 3697 gigatonnes longues de CO2, et selon les données produites par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, près de 1900 gigatonnes longues de CO2 ont été émises à travers le monde depuis la fin du XIXe siècle. En prenant cette époque comme point de départ, la quantité maximum de CO2 pouvant être répandue pour limiter la hausse des températures à seulement 2 degrés élève à 2900 gigatonnes longues, mais déjà la marge s'est réduite à 1000 gigatonnes en 2012. Depuis 1990, les émissions ont augmenté de plus de 45% pour se chiffrer à 54 gigatonnes longues d'équivalent CO2, chiffre de 2012, et si la tendance se maintient, les scientifiques estiment qu'elles continueront de intensifier pour atteindre près de 59 gigatonnes longues vers 2020, 68 gigatonnes longues vers 2030 et 87 gigatonnes longues vers 2050. Cette donnée pour 2050 signifie une hausse de 70% comparativement aux émissions de 2010, bien sûr si rien n'est fait pour renverser la situation. Afin de concrétiser l'objectif optimiste des 2 degrés, les émissions de 2020 ne devraient pas s'élever au-delà de 44 gigatonnes longues. Or, comme nous venons de le constater, la situation actuelle se tourne davantage vers l'objectif réaliste, soit une hausse de 4 degrés. Retarder maintenant l'action occasionnera des conséquences multiples. Coûts additionnels et risques plus élevés pour nos sociétés, difficultés d'adaptation au changement climatique devenu extrême et obligation de réduire drastiquement nos émissions à moyen terme, déséquilibre dans l'économie mondiale, détérioration de l'environnement, canicule à répétition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.